Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve avec grand plaisir, comme d'habitude, pour un nouvel épisode du podcast Transition. Un épisode que j'enregistre chez Bart. Bart qui est un lecteur de longue date du site, avec qui j'ai fait connaissance sur les réseaux sociaux il y a bien longtemps maintenant, parce que quand on a commencé à échanger sur les réseaux, c'était à propos de chaussures et de courses minimalistes. Quand moi j'ai commencé, Bart lui il avait déjà une grande expérience avec les Five Fingers par exemple en course à pied. Bart qui est un grand coureur, et puis c'est pas du tout pour parler de minimalisme ou de Vibram Five Fingers que je suis chez lui aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. C'est pour un tout autre sujet. On va parler de plongée, parce que en plus de courir, eh bien Bart est un plongeur de loisirs, mais un plongeur qui a quand même quelques anecdotes et quelques expériences à nous partager. On va pas dévoiler tout le sujet du podcast maintenant, mais on va quand même donner quelques pistes. On va parler de montres Garmin, on va parler de quelques anecdotes de plongée. Enfin bref, tout ça, ça va être passionnant, je le sens. Bart, merci d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast, et puis merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode. Alors, merci à toi, Greg. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Barthélémy. Bart, on s'est connus effectivement grâce à la course à pied, avec mon grande expérience de l'époque des Five Fingers. Ça fait maintenant 15 ans que j'en mets. Depuis mes 15 ans, j'ai toujours fait pas mal de sport. J'ai transitionné sur les montres Garmin il y a maintenant 7-8 ans. Je suis arrivé sur les montres parce que tout le monde en avait une, parce que je trouvais ça bien, parce que j'ai commencé avec une Polar RC3 et que ça a changé ma façon de courir. Je suis passé de « je vais courir mes 10 petits kilomètres en essayant de m'améliorer à chaque fois en courant à fond » à « je vais m'entraîner différemment ». Polar, à l'époque, faisait des programmes où tu pouvais faire... tu lui disais « je veux finir fatigué, courir 3 fois par semaine et m'améliorer ». Et Polar te faisait son petit programme dans son coin que tu suivais ou pas. Et en le suivant... un mois, je suis passé de je cours difficilement en 5 minutes 45 sur 10 à je cours à l'aise en 5,35. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser. La RC3 était pas mal pour l'époque, mais j'ai vite été attiré par la Phoenix 3 qui venait d'être renouvelée avec le cardio, que je trouvais génial. C'était une montre que je pouvais mettre au bureau, que je pouvais porter tout le temps et puis avoir des fausses aiguilles dessus, personne la voit, et en fait c'est une super montre de sport. Je suis passé il y a quelques années sur une Phoenix 5 et puis après sur une Phoenix 6. Et étant aussi, comme tu l'as dit, un plongeur, depuis maintenant 1998, plongeur récréatif, j'ai sauté le pas aussi chez Garmin pour une G1, une descente G1. J'ai hésité avec la MK2, qui était la petite sœur de la Phoenix 6, mais mon usage en plongée récréatif justifiait pas d'avoir une montre qui a un plus petit écran que la Phoenix, qui a une plus petite batterie que la Phoenix, et puis qui impactait tout le reste de mes exercices. Donc j'ai la chance d'avoir eu le budget de pouvoir garder ma Phoenix 6 et une G1. La G1, elle fait un petit peu plus montre, on dirait presque une montre calculatrice des années 80, et c'est vrai qu'on est en vacances dans certains pays, elle est peut-être moins tape à l'œil, elle est en plus solaire, donc on peut grappiller quelques jours au soleil, et puis c'est pas mal pour ça. Donc moi j'ai la chance d'avoir ces deux montres, ça m'a permis de les comparer, et puis voilà. Je sais pas si tu avais d'autres questions sur la présentation. Non, pour moi c'est une belle introduction à ce que tu fais et la raison pour laquelle on enregistre ce podcast. On va parler un petit peu plus tard dans l'épisode effectivement des parties un peu plus techniques et de comment Garmin est arrivé dans les montres de plongée. Donc tu nous expliques que la G1 mise en perspective avec MK1, MK2, donc pour faire simple, MK1, MK2 c'est une déclinaison des séries Phoenix pour la plongée, et puis la G1 c'est plus une déclinaison du modèle Instinct pour la plongée. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu ces montres chez Garmin, on arrive à se faire une meilleure idée de ce que ça représente au niveau des montres. Et puis dans les notes de l'épisode, je vais mettre des images de ces différentes montres pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais voilà, donc plongeur depuis de nombreuses années. Tu me dis ça fait presque 25 ans que tu fais de la plongée. Ça ne rajeunit pas. Non.
Et puis coureur à pied aussi depuis bien longtemps. RC3 chez Polar, ça doit dater, je pense, de 2005, quelque chose comme ça, peut-être 2007. J'avais déjà 15 ou 20 ans de course à pied dans les pattes avant de passer sur une montre cardio. Donc voilà, quand on parle de course à pied, tu sais de quoi on parle. Voilà. Et tu étais sur du minimalisme avant que ça devienne à la mode, avant que tout le monde se blesse avec du minimalisme, Ouais. et puis que toi tu y es resté. Et donc, J'ai commencé avec Vibram quand ils ont sorti leur tout premier modèle de course à pied qui s'appelait la Sprint, et même moi j'avais encore pas une Sprint, j'avais le modèle d'avant. ok. Donc c'était les toutes. On parle de mémoire 3 mm de semelle et puis un profil tout à fait plat. Aujourd'hui ils ont plusieurs modèles course à pied, rando, multisport. Voilà. Mais ça fait un bon moment aussi les minimalismes. Ouais. Et d'ailleurs, si on te cherche sur les réseaux sociaux, on te trouve sous le pseudo Barefoot Runner. Donc Smiling Runner. Oui, c'est juste. C'est juste. Smiling Runner. Et voilà, c'est Barefoot Runner, c'était ton slogan ou Ouais. voilà. Et donc voilà, on te retrouve notamment sur Instagram, et c'est par là qu'on a pas mal échangé ces derniers temps. Donc tout ça, merci pour cette introduction. Comme ça, on situe un petit peu mieux qui tu es et quelle est ton expérience. Honnêtement, moi je le dis à toi et à tous les auditrices et tous les auditeurs, j'y connais pas grand chose en plongée sous-marine. C'est quelque chose que j'ai réalisé en initiation. J'ai jamais passé de PADI ou voilà, jamais plongé très très profond, jamais fait de palier de décompression pour remonter. Donc c'est des termes que je connais, je vois à peu près de quoi il s'agit, mais pour faire simple, si on devait résumer à quelqu'un qui connaît rien du tout en plongée sous-marine, on peut déjà faire une distinction entre la plongée qu'on va faire en mode snorkeling, c'est-à-dire en apnée, on va retenir son air dans les poumons, plonger, et quand on n'a plus d'air, on remonte pour respirer. Et puis, à partir du moment où on veut aller plus longtemps, plus profond, on va prendre des bouteilles, et là, ça change un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tous ces différences qu'il y a entre du snorkeling, de l'apnée, et puis de la plongée en bouteille? Alors, donc, comme tu l'as dit, hein, le snorkeling, c'est, je pense que tout le monde, à un moment donné, a mis la tête sous l'eau, que ce soit avec des lunettes ou un masque, et puis s'est dit, tiens, j'ai envie d'y rester un peu plus longtemps. Donc, généralement, on ajoute un tuba. Dès qu'on est en mer, on ajoute vite des palmes, parce qu'on sent qu'on sera plus à l'aise avec des palmes. Donc, palme, masque, tuba, le snorkeling, on y arrive assez vite. Moi, j'ai toujours eu envie de descendre un petit peu plus. Donc c'est là que tu fais le deuxième pas, où tu vois que déjà palme, masque, tuba, chose de base, tu peux descendre à facilement 8-10 mètres, même si tu restes pas longtemps, et voir des choses différentes. Donc ça, c'est pour moi, c'est déjà le niveau 2. Tu as le snorkeling où je reste en haut. Des fois, les gens sont dans des groupes organisés, ils ont carrément des gilets, c'est même compliqué de descendre à 1 mètre ou 2. Tu as le snorkeler qui va descendre, s'amuser un peu. Tu passes ensuite sur l'apnée, donc là c'est pas mon domaine, mais il y a différents types d'apnée, apnée statique ou apnée où tu vas vraiment profond. Ça commence à être du matériel spécial, des palmes spéciales, ça peut être pour de la chasse, ça peut être du récréatif. Et ensuite tu as la plongée. La plongée, elle est aussi segmentée entre guillemets entre plusieurs. Tu as le côté récréatif qui là, je pense que dans pas mal de pays, c'est PADI qui a pris le marché. Tu as le CMAS à côté, mais c'est pas forcément les mêmes pays, mais le PADI, où que tu ailles, tu vas trouver des gens qui font du PADI. Tu peux, ce que tu disais avant, faire des initiations à la plongée. Donc tu peux être emmené dans des bonnes conditions avec des profs, avec déjà des bouteilles, et puis aller voir un petit peu ce qui se passe et surtout y rester. On va voir que c'est la différence. Mais juste pour finir sur la différence, tu as encore des plongées où tu peux rester plus longtemps ou plus profond parce que tu as un but précis, tu vas aller voir une épave, il y a des gens qui travaillent à des profondeurs aussi certaines, où là tu commences à changer les mélanges gazeux ou des choses comme ça. Là non plus, c'est pas mon domaine, je vais pas en parler. Moi je reste vraiment dans le récréatif où il faut quand même un certain matériel. La plupart des gens pensent qu'il n'y a qu'une bouteille, des palmes, un masque et un tuba. Il y a aussi un gilet, qu'en anglais on appelle par le diminutif BCD, qui te permet d'ajuster ta flottabilité, c'est-à-dire que quand on voit les poissons qui flottent entre deux eaux, nous on aimerait bien faire la même chose, et ben quand on a une bouteille, c'est peu ou pas possible. Il y a des façons d'apprendre à le faire sans gilet, mais c'est beaucoup plus facile avec un gilet. Mais il faut aussi le maîtriser, parce qu'on peut avoir des dangers, le danger étant de remonter comme un boulet de canon à la surface, où là c'est un gros problème. Donc on est encadré, le PADI permet d'apprendre des règles de sécurité.
de mémoire seulement 4 plongées. Déjà, le PADI en 2 plongées piscine et puis 2 plongées en mer ou dans un lac ou ailleurs, tu peux déjà avoir la certification numéro 1 qui te permet de plonger 2 jours, toujours avec un prof et jusqu'à 18 mètres. Donc tu peux, faut savoir que dans les mers, la plupart des mers, et spécifiquement les mers chaudes, il y a énormément de choses à voir entre 0 et 12 mètres déjà. Oui, effectivement. Donc avec 18 mètres, on a une grosse marge de manœuvre pour voir beaucoup de choses. Ouais. Voilà. C'est probablement la zone où il y a le rapport facilité d'y aller et chose à observer qui est la plus intéressante. Ouais. Moi, j'ai passé le brevet 2 de PADI. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment craqué. J'étais comme beaucoup de gens, je l'ai fait lors d'un voyage. J'ai passé le brevet 1 lors d'un voyage. Je pensais pas que j'aimerais ça. J'ai tellement aimé ça que j'ai passé le brevet de 15 jours après. Avec une chance inouïe parce que c'était sur la grande barrière de corail et c'était à un moment où elle n'était pas encore endommagée comme elle l'est aujourd'hui. Et ça me donnait un but pour justifier, entre guillemets, une dizaine de plongées, de me dire j'ai le niveau 2. Et le niveau 2, qu'est-ce qu'il ouvrait ? Il ouvrait un 40 mètres, 30 mètres recommandé, et il ouvrait la plongée de nuit en plus. Donc pour moi, aujourd'hui, j'ai jamais passé d'autres niveaux. Pourquoi ? Parce que j'en ai jamais eu besoin. Avec 30 mètres, plongée de jour, plongée de nuit, dans mon aspect récréatif, ça me suffit. Il y a des gens qui veulent aller plus loin, j'encourage ça si ça leur plaît. Moi, pour ce que je fais, ça me suffit. J'ajouterais juste que le PADI a tellement démocratisé la chose qu'on voit beaucoup de gens qui ne savent pas toujours ce qu'ils font et qui cassent pas mal de choses sous l'eau. Et ça serait bien que des fois on insiste plus sur l'aspect sauvegarde de ce qu'il y a et de préservation des fonds sous-marins. Et voilà. Il y a beaucoup de gens qui passent. On parlait tout à l'heure de flottabilité, qui maîtrisent pas encore ça et qui passent déjà certains niveaux et tu les vois aller s'écraser au fond sur des coraux et pour eux c'est rien et pour le corail on parle de 10 ans. Ouais, voilà. Bien sûr. Le tourisme de masse qui passe maintenant sous la surface en fait. Alors le tourisme de masse, s'il est bien régulé, voilà, on est dans un monde de tourisme de masse, s'il est bien régulé ça va, mais c'est vrai quand les gens commencent à faire n'importe quoi ça peut. Mais pour tout, hein, mais c'est ce que j'allais dire, c'est le cas en montagne, c'est le cas partout dans l'environnement naturel, on constate ce genre de choses. Donc voilà ce qui nous permet de comprendre un petit peu mieux de quoi on va parler et puis des différents aspects de la plongée. Donc tu nous as dit des plongées usuellement jusqu'à 18 mètres de fond, ce genre de choses. Tu as les capacités d'aller plus profond si tu en as envie. Juste pour qu'on se fasse une idée, à partir de quand est-ce que la plongée avec des bouteilles, tant en termes de profondeur que de durée, devient, entre guillemets, contraignante ? Parce qu'on sait que si on passe un certain temps à une certaine profondeur, on doit prendre des précautions avant de remonter. Tu nous as parlé avant de gonfler le gilet et de remonter très vite. C'est pas recommandé parce qu'on doit respecter une procédure pour remonter. Ça va aussi amener un petit peu la thématique dont on va parler plus tard. Mais quelles sont les contraintes, en fait, à partir du moment où on plonge avec une bouteille ? La grosse contrainte qui est l'aspect le plus important de la plongée, c'est que plus on descend, plus l'eau va exercer une pression sur nous. Le corps humain est composé en grande partie d'eau, donc il n'y a pas de problème. Par contre, toutes les parties qui sont gazeuses, qui sont les poumons et les sinus, eux sont comprimés. Donc l'air qu'on va respirer doit avoir la même pression que l'eau à l'extérieur pour la compenser. La même pression, le volume ne bouge pas, le volume de vos poumons ne va pas bouger. Donc on va mettre de l'air qui est très comprimé dans vos poumons, il devrait éclater, mais ils ne le font pas parce que l'eau va faire pression de l'autre côté à la même pression. Hein. Si vous voulez vous en rendre compte, aspirez dans une bouteille, quand vous enlevez l'air d'une bouteille, elle s'écrase, c'est pas parce que vous l'aspirez, c'est la pression de l'air autour qui l'écrase. Ben, c'est le même principe, sauf que là c'est de l'eau et qu'on ajoute de l'air en pression équivalente dedans. Donc là, on comprend que le volume ne changeant pas et la pression étant plus grande quand on descend, on va consommer, ce que tu disais tout à l'heure, plus on descend, plus il va consommer d'air. Donc après, on tombe sur une histoire de durée. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en plongée récréatif, on plonge majoritairement avec de l'air comprimé, donc il y a de l'oxygène, mais il y a de l'azote, et que l'azote, à certains niveaux, devient toxique. Pas tout de suite, mais il le devient. Donc au niveau d'une certaine profondeur, qui est généralement 40-60 mètres pour l'ivresse des profondeurs. Ça dépend je donne une grande fourchette parce que ça peut dépendre de beaucoup d'aspects, de la personne ou de son vécu ou de beaucoup de choses. Mais quand on passe du temps sous l'eau, l'azote s'accumule dans les tissus, donc il devient toxique, c'est ce que je disais. Et là, tu as une contrainte qui devient la durée. La durée versus
la profondeur. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps à 8 mètres que vous ne pourrez à 30 mètres, sans avoir ces effets toxiques. Alors après, les effets toxiques se gèrent. On va en parler avec ce que tu disais, le chapitre d'après sur les ordinateurs de plongée. Juste aujourd'hui, les ordinateurs de plongée donnent ou les montres comme celle de Garmin donnent une grande flexibilité par rapport à ça en plongée récréative, et on peut relativement plonger sans risque et sans avoir dû prévoir trop à l'avance sa plongée. Donc tant qu'on est dans les zones de sécurité et qu'on respecte ce que la montre dit, normalement il n'y a pas de souci. Et j'ai pu voir, on en parlera après, qu'il y a une notion qui s'appelle le conservatisme en plongée. Garmin est très 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 conservateur par rapport à d'autres marques, donc encore plus. Moi, personnellement, j'ai dû le changer parce qu'il ne me donnait pas assez de temps au fond. Ok. Donc ça, effectivement, on va en parler parce que le chapitre suivant, c'est effectivement les besoins techniques qui sont servis par ces engins technologiques comme les montres ou les ordinateurs de plongée, parce que ces durées, ces profondeurs, ces contraintes de remontée par palier, avant, on les calculait à la main avec des tables, et puis tu devais planifier toute la plongée. C'est ce que tu me disais en préparation du podcast. Et tu planifiais, je vais aller à telle profondeur, tant de temps, et puis ensuite je vais remonter comme ci, comme ça. Et tu devais vraiment te tenir à ton plan. Alors, c'était une galère quand on planifiait une plongée, parce que alors, moi, je me souviens de ça, parce que je venais de passer le brevet, et on passait plus de temps dehors à calculer parce qu'on était des débutants. Je pense que les plongeurs de l'époque allaient beaucoup plus vite que nous. Mais quand tu devais plonger de façon répétitive, donc tu fais une plongée, puis 1h30 ou 2 heures après t'en fais une autre, tu devais tenir compte de la première dans tes calculs. Et là, ça devenait, pour des débutants comme nous, relativement compliqué. Donc c'est ce que tu dis, tu devais planifier de t'y tenir, et si tu t'y tenais pas, tu t'exposais à des risques du niveau de fait de cette toxicité. Donc, du coup, l'avantage des montres, c'est que tous ces paramètres-là, tu plonges ta première plongée avec ta montre, elle a enregistré cette plongée, tu lui dis, maintenant, 3 heures plus tard, je vais refaire une plongée, elle va automatiquement tenir en compte la première plongée. Alors, dans la première plongée, elle va déjà tenir compte elle-même de la première plongée au niveau en instantané de ta profondeur versus le temps. Ouais. Et elle en tiendra compte, c'est ce que tu dis, dans la deuxième plongée, elle va ajouter ça. Donc au fur et à mesure, en temps réel, elle adapte ses informations par rapport à la plongée en cours, mais en plus, elle a l'historique. Donc voilà, ça permet de prendre tout ça en considération. Donc ça offre quoi ? Plus de flexibilité au niveau de la gestion de tes plongées. Et puis sous l'eau, si tout d'un coup, tu as envie de changer de plan, tu peux changer un petit peu l'ordre des choses. Voilà, donc quand je disais tout à l'heure, quand on avait les tables, on prévoyait des plongées. PADI font ce qu'ils appellent des plongées. Alors, c'est pas j'appellerais ça, par abus de langage, des plongées par palier, mais il ne faut pas confondre avec un palier de décompression. Un palier de décompression, c'est que vous êtes resté trop longtemps. Vous êtes resté un certain temps à une certaine profondeur et vous allez devoir compenser cette toxicité d'azote en restant à une autre profondeur moindre pendant un certain temps aussi pour faire évacuer ce que vous avez dedans. PADI, eux, ce qu'ils prévoient, c'est de dire on commence par du profond, on reste un certain temps, on remonte, on reste un certain temps, on remonte, on reste un certain temps. Donc vous avez des paliers de temps versus une profondeur où vous remontez. On peut imaginer quelqu'un qui remonte un escalier avec de très grandes marches. Donc le souci des tables, l'avantage des tables, c'est qu'elles vous permettent de planifier ça. Vous dites, alors généralement les gens avec qui on allait plonger connaissaient le récif et ils disent là il faut 10 minutes ici, il faut 10 minutes ici, il faut 10 minutes ici. Donc s'il faut 10 minutes à 30 mètres, on sait qu'on a déjà bouffé pas mal d'oxygène et de toxicité, donc on va peut-être remonter assez vite à 20, pas y rester trop longtemps pour vite retourner à une profondeur qui est plus du 8 ou du 12 où on va pouvoir rester plus longtemps. Et il faut le planifier, et il faut s'y tenir. Donc si vous faites une minute de plus, vous savez plus où vous mettez les pieds. Et une minute de plus à 30 mètres, c'est pas une minute de plus à 12 mètres. Ça peut, j'exagère à peine, mais ça commence à compter. La montre calcule ça en temps réel. Donc, vous voyez à 30 mètres, un super poisson ou un bout d'épave et vous voulez rester 2-3 minutes de plus. Pas de souci, en fait. Tant que vous avez, vous, de l'air, parce qu'il faut aussi savoir que votre air est limité, vous avez une bouteille, donc il faut un petit peu savoir ce qu'on consomme. Vous voyez un poisson de plus, vous pouvez y rester. La montre va recalculer. Elle va vous dire, déjà dans le niveau de la G1, si vous avez besoin d'un palier de décompression dont je parlais tout à l'heure, donc là, c'est un arrêt de sûreté, ou pas. Et puis, elle va recalculer en même temps. Donc moi, ce que je trouvais, je vais introduire la notion de conservatisme à ce moment-là. Tu passes 2-3 minutes à 30 mètres et elle te dit qu'en fait, sur ton temps de plongée, il te reste
je prends des chiffres au hasard, mais il te reste 10 minutes. Quand tu reviens à 25 mètres, elle réajuste, on est à 25 mètres, on ne consomme plus autant, on n'a plus autant d'azote dans le sang qu'on va continuer à respirer. Le temps qui était donné était pour 30 mètres. On pouvait passer 5 minutes à 30 mètres. Maintenant, quand on est à 20, elle va nous dire qu'il nous en reste peut-être une quinzaine. Et puis, on va remonter, puisqu'avec le PADI, on fait des échelles, on va se retrouver à 12 mètres. Et puis, elle va nous dire qu'il nous en reste une vingtaine, peut-être. Donc, au final, c'est pas rare de partir sur une plongée où la montre vous dit il vous reste 5 minutes et de faire 1 heure au total, ou 1h05, 1h10, parce qu'on est remonté et qu'en fait, en haut, vous pouvez rester très longtemps. Palier de sûreté compris, puisqu'il y a toujours un palier de sûreté dans le PADI de 3 minutes à 5 mètres, et la montre le compte. Et au moment où vous vous retrouvez dans la zone du palier, elle va le déclencher automatiquement et elle va vous en tenir compte, elle vous dira quand est-ce qu'il est quittancé. Et votre prof vous demandera toujours si c'est quittancé ou pas avant de vous remonter. Et c'est vraiment la sûreté, on pourrait le faire sans, donc c'est vraiment la sûreté. Maintenant, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a plusieurs modèles, pas des théories, mais il y a plusieurs modèles pour expliquer ce qui se passe dans le corps humain quand on fait de la plongée, et les différentes marques ne le gèrent pas forcément pareil, que ce soit Suunto ou Garmin, et il y a une notion qui s'appelle le conservatisme, et le conservatisme, c'est par rapport à votre âge, votre état physique, votre état de santé, votre état du moment. Est-ce que vous avez bu un petit peu trop hier soir, ou est-ce que vous avez trop fait la fête, ou en plongée important, est-ce que vous avez une grosse contrariété ou trop de stress? Vous partez sur un conservatisme relativement fermé, et puis c'est vraiment se dire pour 30 mètres, là j'aurai que 5 minutes, alors qu'un conservatisme ouvert, la montre elle va vous dire pour 30 mètres, tu auras 7 ou 8 minutes. D'accord. Garmin est très 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 conservateur par rapport aux autres. Ils offrent 3 niveaux plus des réglages manuels sur la G1. Par défaut, ils ouvrent en niveau 1. Il a fallu que je me mette au moins au niveau 2 pour ne plus remonter avant les gens qui avaient des Suunto. Ouais. Mais de remonter de 10 à 10 bonnes minutes avant, ou qu'elle me donne des paliers. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque déjà quand on a la suggestion de récupération, quand on fait d'autres sports avec une montre Garmin, et puis que la montre nous dit voilà, tu as 60 heures de récupération. Souvent, on sait qu'on aura récupéré bien avant 60 heures. Maintenant, ça a toujours été un peu la philosophie de Garmin d'être assez conservateur, comme tu dis, sur la partie données. Et puis, leur idée, c'est surtout dans le sport que je connais bien, c'est de ne pas pousser quelqu'un vers le surentraînement en suivant les conseils de la montre. Et j'imagine qu'il y a aussi, quand on est sous l'eau, dans un environnement dans lequel l'être humain n'est pas censé survivre s'il n'a pas son support de vie dont tu nous parlais avant, les bouteilles et tout ça, peut-être aussi une certaine marge de sécurité de la part de Garmin, parce que ça peut vite devenir critique, cette situation, s'il y a un problème ou si quelqu'un va au-delà des recommandations de la montre, passe pas assez de temps, trop de temps, etc. Ça peut quand même donner des risques. Donc peut-être que Garmin se protège un petit peu avec ces données très conservatrices. Alors je pense, et c'est l'exemple que je te disais, quand tu te retrouves dans un groupe, puisque PADI t'es toujours au minimum 2 et que moi je le fais de façon récréative en vacances, donc on est vite dans un groupe de 3, 4, 5, 6 personnes avec aussi des instructeurs. Quand ta montre te dit de remonter plus vite que les autres, avant les autres, heureusement, c'est ce que j'expliquais avant, que tu peux remonter des fois de quelques mètres et ça suffit à quittancer un temps. Les 2 premières plongées ou les 3 premières plongées sur ma montre où j'ai pas osé toucher moi au conservatisme avant d'avoir compris, donc j'ai dû vite attraper internet pour comprendre ça en vacances et bien potasser avant de changer des réglages qui, comme tu disais, étaient par défaut et du côté très sécuritaire de Garmin. Donc avant de changer ce genre de réglage, je me renseigne, parce que c'est Garmin, en gros, il te dit si vous changez, nous on n'est plus responsable. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu, quand on est en plongée, on se dit là on commence à, c'est ce que tu disais, c'est plus de la course à pied ou c'est repartir un entraînement de vélo alors qu'on n'est pas dans la plage recommandée par Garmin. Voilà, à la limite on s'épuise et puis c'est tout quoi. Mais il y a pas. Ça équivaudrait pour moi, ça équivaut à régler ton max cardiaque sur 250 en course à pied quand tu sais que quand tu l'as mesuré une fois à 180. Ouais. Et encore, le risque est même pas forcément aussi grand parce que là-bas, tu vas juste t'épuiser sur ton vélo ou ta course à pied. Alors que sous l'eau, si tu restes trop longtemps, il y a un moment, il va y avoir un gros problème. Alors, c'est ça. Et puis, quand tu es tout seul, ça peut être un gros problème. Là, ce que je disais, on n'est jamais tout seul. Par contre, tu es dans un groupe. Et maintenant, ta montre te dit de remonter avant tout le monde. Donc, tu as 2 choix. Soit tu fais remonter tout le monde, soit, coup de bol pour moi, quelques mètres suffisent à quittancer. Donc, je me retrouve à faire la même plongée que tout le monde, mais 3 mètres au-dessus.
jusqu'à ce qu'il me rattrape et jusqu'à ce que ma montre me dise de remonter. Et ça s'est fait comme ça 3-4 plongées, avec l'instructeur qui me faisait un gros sourire en me disant « Je sais que ta montre est neuve, mais il faudrait peut-être la régler un petit peu ». Et je me suis permis de mettre le niveau 2 de conservatisme, ce qui m'a rapproché comme exemple des Suunto. Donc même avec un niveau 2 sur 3, sachant qu'il y a encore un mode, encore plus mode agressif. manuel, voilà, encore un plus agressif, je suis encore pas au niveau des Suunto, mais j'arrivais à 2-3 minutes, donc voilà, ça 2-3 minutes, c'est pas gênant. Ok, ouais, là on est plus... Là, je me suis permis de régler ce conservatisme quand ma montre, pour la même plongée que tout le monde, m'a dit qu'il fallait que je fasse des paliers de décompression. Elle m'a donné niveau 2. Elle m'a dit que je devais faire 2 paliers. Mon instructeur, sous l'eau, avec les gestes qu'on peut faire, les bras, il en tombait des nues en me disant « Mais là, il ne faut pas un palier ». J'expliquais tout à l'heure que sur le palier, tu fais des plongées un peu en escalier. Et ces plongées en escalier m'ont permis, sans les faire, de quittancer les paliers. Donc, on disait tout à l'heure que la montre recalcule en temps réel. Elle m'a demandé de faire 2 paliers de décompression bien précis. Et en recalculant en temps réel le temps que j'étais passé à d'autres profondeurs, elle les a quittancés en disant bah ça équivaut à ça, donc je peux les enlever. Donc là, on voit la grosse flexibilité par rapport à des tables où si je ne les avais pas suivies, je suis complètement coincé parce que derrière, je suis dans quelque chose de totalement fixe pour m'en sortir. Et là, j'ai pas eu besoin de faire ces paliers au final. Mais c'est vrai que quand on est un plongeur comme moi récréatif, que le but d'une plongée PADI, c'est de ne jamais avoir de palier de décompression et que la montre nous dit tu vas en faire 2. 1, on tombe des nues. 2, moi je me sentais pas en sécurité. En me disant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et puis ne pas se sentir en sécurité sous l'eau, on stresse, on bouffe plus d'oxygène, on a moins de temps. Ouais. Et c'est pas grand chose, tu passes de 60 battements sous l'eau à 70 ou 80, tu vas clairement rester moins longtemps. Ouais, là, il y a tout qui compte. Et effectivement, oui. On parle maintenant de réserve d'oxygène. Tiens, c'est une thématique intéressante. Est-ce que la montre, elle est au courant de ce qui reste dans ta bouteille, directement ou indirectement? Ou est-ce qu'elle l'estime? Ou comment ça se passe? Alors, Garmin, comme d'autres marques, offre des jauges qui peuvent se brancher en sans fil sur les bouteilles. La G1 ne fait pas ça. Donc moi, à mon niveau, ma montre n'est pas du tout au courant de ce qui se passe dans la bouteille. Elle estime. Et je me suis demandé si elle l'estimait par rapport au cardio ou pas, puisqu'il y a un capteur cardiaque. On en parlait avec toi avant sur les 12 plongées. Je pense que 90% des plongées, le cardiaque était en accord avec ce que je ressentais, et d'autres fois pas. C'est l'équivalent du capteur sur les Fenix 7, donc le dernier modèle chez Garmin. Sous l'eau, il vaut ce qu'il vaut. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, une donnée, elle est utilisable que si on est sûr qu'elle est correcte. Donc d'avoir eu 10% de données fausses, le cardio, ça devient plus du récréatif. Donc j'ai espéré qu'ils n'en tiennent pas compte. Et d'expérience comme ça, j'ai pas l'impression qu'ils en tiennent compte. Donc ils tiennent compte de la profondeur et du temps. Peut-être que s'ils tenaient compte du cardio ou de l'oxygène réellement consommé, de l'air réellement consommé, ils te permettraient de rester plus longtemps ou moins longtemps. Donc non. Ensuite, sur une plongée PADI, tu remontes normalement, si tu fais bien les choses, avec 50 bars de pression. Donc, tu es censé remonter, que ton prof te fasse remonter à 50 bars. On pense souvent que c'est pas atteignable, et quand on finit dans les 8-12 mètres, on s'aperçoit qu'on reste encore 20 minutes et qu'on descend, on remonte à 50 bars. Ça m'est arrivé 2-3 fois de remonter à 30, mais quand j'étais à 30, on n'est plus qu'à 3 mètres de la surface, on a déjà fait les paliers, on sait qu'on peut remonter quand on veut, il n'y a pas de souci. Ok. Donc voilà, on a parlé des modèles MK1, MK2, G1, tout ça. Peut-être juste revenir un petit peu sur la nomenclature déjà chez Garmin et puis plus généralement parce que on est passé des tables à ta montre, mais entre-temps, il y a eu pas mal de chemins. Il y a eu des marques spécialisées qui se sont intéressées à la plongée bien avant Garmin. Moi, je discutais encore il n'y a pas très très longtemps avec Suunto parce qu'il lançait la Suunto verticale. Et puis, il disait Suunto est assez rapidement devenu un acteur majeur de la montre de plongée parce qu'au début, Suunto fabriquait des boussoles. Ils ont commencé à fabriquer des boussoles qui étaient dans des bains liquides et ils se sont rendus compte que leurs boussoles fonctionnaient aussi sous l'eau. Et donc, du coup, ils ont investi ce marché sous-marin. D'abord avec des boussoles, ensuite avec des montres plus ou moins évoluées sur la plongée. Et tu nous as dit que tout le monde a vu tout de suite l'intérêt par rapport à la flexibilité
versus des tables manuellement enregistrées. Et là, Suunto, ils ont créé des montres ou des appareils, des ordinateurs de plongée spécifiquement pour ça, qui n'étaient pas des montres qu'on portait au quotidien, mais qu'on utilisait vraiment pour ces plongées. Et puis, peu à peu, c'est vrai que le mode de consommation, entre guillemets, de ces appareils a un petit peu changé. Et puis maintenant, on aimerait des montres qui font peut-être un petit peu tout. Et Garmin a bien compris ça et est arrivé sur le marché. Alors, le premier modèle, c'était la MK1, dérivée de la série Phoenix, qui était vraiment spécifique pour la plongée, mais avec toutes les fonctionnalités multisports aussi qu'on connaît sur les séries Phoenix. Alors, avec quelques limitations, tu le disais, montre plus petite, écran plus petit, un peu moins de batterie, mais pour aller courir son jogging ou alors même pour faire un marathon, ça passait largement. Et puis, la deuxième itération de cette montre, la MK2, qui est basée, sauf erreur, sur la Phoenix 6. Oui. Il n'y a pas eu encore de montre de plongée basée sur les Phoenix 7 ou plus récents sur ces technologies-là, mais c'est quand même relativement récent dans la gamme de Garmin. Et puis, pour adresser probablement encore plus de plongeurs, c'est celle dont tu nous parles depuis le début de cet épisode, c'est la G1, donc, qui est basée sur la Instinct, donc plus accessible, un format aussi plus compact. Parce que tu disais que tu étais un petit peu effrayé par les grosses montres. Alors moi j'ai des poignées de poulet. Tu parlais de MK1, MK2, la toute première Garmin de plongée qui était basée sur, comme tu l'as dit, les Phoenix. C'était de la taille des Phoenix X. Moi j'ai eu la Phoenix 3 à l'époque quand j'ai vu la Phoenix 5 sortir en taille plus petite, donc pas la X, la normale, j'ai sauté dessus parce que la 3 elle était trop lourde. Pour courir, elle me tapait dans la malléole. J'ai vraiment des poignets de poulet et ça n'allait pas pour moi. Donc la bonne taille, c'est ce que tu disais, ça serait pour moi maintenant la MK2, mais la version standard, pas la grosse, qui est en retrait sur certaines fonctionnalités par rapport à la grosse. Il y a pas de mémoire, il n'y a pas la jauge sans fil. Et puis par rapport à ma Phoenix 6, elle a un écran légèrement plus petit et la batterie légèrement plus petite. Mais je pense que la grosse est quasiment pareille que la Phoenix X. Je pense pas que là il y ait j'ai pas vérifié les spécifications, mais je pense qu'elle en est pas loin. Ouais, je pense qu'en plus, ça fait sens pour Garmin de reprendre vraiment la même montre au niveau de structure et puis après de changer juste les composants qu'il faut. Il faut un capteur de profondeur qui n'est pas présent sur les montres standards, mais voilà, de reprendre la même base, évidemment, au niveau de la production et puis ensuite la gestion du matériel, c'est beaucoup plus simple pour Garmin. Mais voilà, ça permet de situer. Donc la G1 que tu as ici pendant qu'on enregistre le podcast, c'est clairement basé sur la Instinct. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi une montre solaire, donc tu peux gagner de l'autonomie si tu vas faire des plongées en Thaïlande et qu'entre deux plongées, tu fais un peu de plage, et tu vas gagner quelques heures pour la prochaine plongée. Ouais. Il y a deux modèles, il y a la modèle pas solaire et puis qui n'a pas les bracelets Quick Fit, et puis il y a la modèle solaire qui a les bracelets Quick Fit. Ça peut paraître accessoire, mais celle qui a le Quick Fit est donnée avec un immense bracelet Quick Fit. Je crois que j'avais montré une photo, on pourra la donner, où je l'ai monté sur ma Phoenix pour rigoler. Pour les gens qui font de la plongée, qui est bien spécifique, qui vont en combi sèche, donc dans les endroits qui sont très froids, et c'est des combinaisons qui sont très épaisses, il faut mettre la montre sur la combi, et là il faut un bracelet spécifique. Donc Garmin le donne avec le modèle qui est solaire. Pas sur l'autre. Donc ça peut être aussi un... Pour moi, c'était pas un argument, mais je trouve bien qu'il le fasse déjà au niveau de la G1. Mm-hmm. Et puis, anecdote, tu nous disais que... tu me disais en off, avant d'enregistrer, que certains instructeurs, parce que la montre... prend en compte donc ta dernière plongée, va adapter la prochaine, et puis au bout d'un moment va dire peut-être là c'est pas le bon moment pour une plongée parce que t'as trop fait, ou il faut attendre temps, ou tu peux pas aller très profond, etc. Mais il y a des instructeurs, leur métier c'est de plonger, c'est de faire le troisième groupe de la journée et puis de leur faire leur plongée, et puis c'est aussi pour éviter le problème de la montre qui va refuser ou qui va calculer des durées très courtes sous l'eau, ils ont plusieurs ordinateurs de plongée, plusieurs montres de plongée, puis ils vont alterner une fois l'un, une fois l'autre pour éviter ce problème-là. C'est des choses que tu as vues, que tu... Alors, c'est des choses que j'ai vues. Alors, expérimenter, non, pas moi. C'est des choses que j'ai vues, c'est des choses que je peux comprendre, c'est des choses que je cautionne bien sûr pas parce que... la plongée, c'est un sport dangereux. Moi, j'ai une phrase que j'ai entendue là-dessus que j'aime beaucoup, qui est « Les accidents de plongée, on connaît les causes, on ne les maîtrise pas ».
Et la personne qui m'avait dit ça, il me dit, tu vas un jour à 30 mètres, tout se passe bien, et le lendemain, t'as mal dormi, t'as un coup de stress, t'as une contrariété, t'es à 20 mètres, et là, il y a un accident. Donc je trouve que c'était un assez bon exemple. Et c'est ce que tu disais avant, j'ai vu des profs le faire dans certaines écoles, donc de nouveau je cautionne pas ça, mais je peux expliquer comment ils font. C'est ce que tu disais, c'est que la montre gère l'historique, donc la montre elle va prendre en compte la saturation d'azote des tissus sur la longueur. Quand on plonge de façon répétée, on plonge le matin, on refait une plongée à 8h le matin, on refait une plongée à 10h. À 10h, les tissus sont toujours sous azote. Quand on remonte de la plongée à 10h, maintenant on est azoté de 2 plongées. Même si la première avait commencé à s'évacuer, on a rajouté la deuxième dessus. Donc il faut s'imaginer quelque chose où on remet une petite couche à chaque fois. Et imagine de la glace qu'on met au soleil et qui doit fondre. On voit bien que si on la laisse 1 heure, elle est totalement fondue. Mais si toutes les 10 minutes, on en rajoute un petit peu, et suivant la quantité qu'on rajoute, à un moment donné, le soleil suffit plus à la faire fondre. Là, on est pareil. Quand on a des profs qui font 5 plongées par jour, s'ils utilisent le même ordinateur, cet ordinateur va leur dire « Maintenant, cette profondeur, tu restes 10 minutes. Pas plus. » Et on parle d'être à 12 mètres pendant 10 minutes. Donc eux, ils peuvent pas puisqu'ils doivent faire une plongée d'1 heure. Donc c'est pas très très malin de leur part, mais ils ont besoin d'un ordinateur qui bip pas sous l'eau, qui leur donne quand même les données qui sont vitales, qui sont le temps passé sous l'eau, la profondeur, et qui affiche pas un écran de danger toutes les 5 minutes. Donc ils vont en prendre un deuxième. De nouveau, je cautionne pas, mais je l'ai vu faire, oui. Parce que les montres sont conservatrices. Et ce qui est une bonne chose, puisqu'on est là pour la sécurité, surtout dans le récréatif. Ouais. Donc ça, c'était la petite anecdote, mais effectivement, on voit que c'est un moyen d'outrepasser un petit peu les limites. Alors, on peut toujours outrepasser. Quand on avait les tables, j'ai dit qu'il fallait les respecter. Quand on prévoit une plongée avec des tables, si on n'a pas envie de la respecter, quand on est sous l'eau, on fait ce qu'on veut. C'est sa sécurité. Et le prof qui va prendre 2 ordinateurs, quelque part, c'est sa vie, il est censé se connaître, il est censé savoir ça. Moi, j'ai dit que j'avais mis le conservatisme au niveau 2 chez Garmin. J'ai lu que ce qui influençait, c'était l'âge, c'était la forme physique, c'était beaucoup de choses. Si je ne vais pas replonger avant 1 an ou 2, il se peut que pour les premières plongées, je remette mon conservatisme au niveau 1. J'aurais peut-être pas fait de sport, je serais peut-être avec un poids différent, je serais peut-être fatigué parce que je viens de descendre de l'avion, donc j'exclus pas de le remettre à ce moment-là pour 2-3 plongées, de voir comment ça se passe. Ouais, tout à fait. Bah ouais, c'est quand même mieux au niveau de la sécurité d'être plus safe, comme on le disait. Et pour rebondir là-dessus, ce que tu disais qu'ils sont basés, les Garmin de plongée sont basés et sur les Fenix et sur les Instinct. De mémoire, ils sont quasiment chaque fois un modèle en retard parce qu'ils veulent être sûrs que toutes les mises à jour sont passées, qu'il n'y ait plus aucun bug dans le software parce qu'ils sont en plongée. Et des bugs dans le software, comme on parlait avant, tu sais que ça m'est arrivé, puisque personnellement, ma G1 a rebooté 2 fois sous l'eau. On se sent pas très en confiance quand une montre de plongée reboot sous l'eau. Coup de bol, c'est assez bien géré. Alors, ça ne devrait pas arriver, mais quand ça arrive, c'est assez bien géré chez Garmin. En moins de 40 secondes, elle avait rebooté. Elle a repris l'activité où je l'ai quittée et j'ai perdu aucune donnée et surtout aucun historique de ma plongée. Historique, pas pour l'aspect récréatif, mais juste pour ce que je t'expliquais. Temps cumulé à quelle profondeur et pour savoir l'azote que j'avais dans les tissus. Chose importante parce que là, si ce genre de choses arrive, heureusement, on est en groupe, on peut se baser sur les autres, mais c'est ce que je disais, ça reste soi-même. Quand on est dans un groupe avec d'autres personnes, ça m'est arrivé de voir des personnes à montre égale qui ne sont pas remontées en même temps, parce qu'il y en a un, ils ont fait la même plongée, mais il a traîné à 1 mètre de profondeur de plus pendant 10 minutes. 1 mètre, quand on est à 25 ou 30 mètres, ça fait une différence d'azote dans les tissus. Voilà. Et puis toi, c'est peut-être ta première plongée de la journée, et lui, c'est sa 2e ou 3e, et il peut y avoir plein de facteurs différents, très individualisés. Alors, pour ça aussi, tant qu'il n'est pas quittancé sur 24 heures, moi, je prêterai pas un ordinateur de plongée ou le remettre à 0 entre chaque, parce que sinon, il va tenir compte de ce que l'autre personne a fait. Ouais, exact. Donc voilà, c'est quand même un peu flippant d'avoir cette montre qui reboot. Déjà que quand ça arrive, quand on est sur une sortie de course à pied ou sur un triathlon, c'est énervant parce que voilà, ça met un coup de stress. Et, on est plus focalisé sur la montre que ce qu'on est en train de faire, etc. Donc même quand on est dans un environnement qui est moins hostile que le sous-marin, pour avoir déjà expérimenté des plantages de montres pendant des compètes, c'est vraiment un truc qui
c'est anecdotique par rapport à la performance qu'on est en train de réaliser, mais ça prend tout l'espace au niveau de la concentration et du mental. Et voilà, il faut réussir à passer outre, mais sous l'eau, ça doit quand même être un autre niveau de stress. Alors, c'est exactement ce que tu as dit, parce que ça m'est arrivé aussi de planter la phénix, que ce soit en course ou en autre utilisation. C'est énervant. Une phénix qui plante, c'est énervant. Pour ceux qui l'ont déjà fait, quand il y a la carto qui remonte, il met 2 bonnes minutes à charger, donc c'est effectivement énervant. Quand on est en plongée, c'est stressant et puis c'est dangereux. Stressant, donc on en est toujours ça. Le plongée, on essaie d'être le plus zen possible. Au moment où tu stresses, plus d'oxygène, plus de stress, on n'est pas bon. Plus de risque d'accident. Plus de risque d'accident, on n'est pas bon. Et en plus, on vient de perdre les données, pas tant pour l'historique qu'on aura sur l'application, mais on vient de perdre les données pour cette plongée-là. Et est-ce qu'on est en toute sécurité ou pas ? Donc ça, on est dessus. Et tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Tu as dit, quand ça plante, on est plus concentré sur la montre que ce qui se passe autour. C'est aussi quelque chose que j'ai vu sur les montres de plongée comme cette Garmin. Il y a tellement de données accessibles qu'on pourrait vite passer toute la plongée à regarder sa montre et oublier un peu ce qui se passe autour. Donc, Garmin, de mémoire, sur la G1, il y a 3 écrans par défaut qui compilent l'essentiel des données qui sont vitales, qui sont la profondeur, le temps passé, et puis s'il y a des paliers où ils ont une petite jauge pour montrer la montée en azote des tissus pour dire voilà, là on y est bientôt. Donc ça c'est intéressant. Moi je me suis rajouté 2 écrans. Un, c'est en jonglant entre les écrans qu'une fois elle a planté, l'autre pas, mais donc je vais plus m'amuser à jongler. Et 2, au final, quand on a les données vitales sur un écran, le reste, on le regardera quand on monte. On profite de ce qu'on a sous les yeux. Voilà. Et à savoir que pour l'apnée, les 3 données qu'ils ont fait, pour ceux qui utilisent le mode un peu musculation sur la phénix où il y a les périodes de repos, l'apnée c'est pareil, c'est automatique. Au moment où vous dépassez, je crois, 1 mètre ou 1,50 m dans l'eau, il rentre en plongée, en mode on est en train de descendre. Il prend le temps, la profondeur, et au moment où on ramène à 50 cm, il passe en mode intervalle de surface. Donc c'est le même principe que muscu, repos, et là on est en apnée, repos. Il va calculer, il va nous dire le temps qu'on a passé au fond, la profondeur et tout ça. Ok. Donc tu nous disais conservatisme typique Garmin, c'est ce que je disais. Ouais. Beaucoup de données, beaucoup de choses à analyser, beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir sous les yeux. Typique Garmin aussi. Beaucoup de choses plaisantes et avoir les choses vitales sous les yeux. Voilà. Mais par contre, c'est peut-être la deuxième partie de la partie données, c'est que quand tu remontes puis que tu synchronises ta montre avec l'application, d'ailleurs tu m'avais dit qu'il y avait 2 applications, donc il y a Garmin Connect pour la gestion de la montre en général, plus une application spécifique pour la plongée de Garmin, et là il y a des données dans tous les sens. Il y a des données dans tous les sens, on retrouve tout, comme sur Garmin, moi ce que j'aime beaucoup c'est que tout ce que peut mesurer la montre c'est affiché quelque part, affichable, ou on peut le retrouver dans l'application. Et donc, on a ça dans la plongée. Aussi, ils ont fait une chose intéressante, ils ont fait une chose intéressante, mais avec plus ou moins de succès, parce que moi, ça n'a pas eu beaucoup de succès. C'est une mise à jour qui est arrivée pendant que j'utilisais la montre sur l'application qui a permis qu'on synchronise cette application hors ligne. Garmin Connect, si on n'a pas le Wi-Fi ou si on n'est pas connecté à Internet, on est mort. Garmin Plongée, on peut. Je pense qu'ils se sont dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances quand ils font de la plongée, qu'ils n'ont pas forcément le Wi-Fi où ils sont, et que de pouvoir synchroniser la montre, ne serait-ce que pour mettre les données en sécurité dans l'application, ça serait une bonne chose. Donc l'application est officiellement synchronisable hors ligne. Officieusement, moi j'ai trouvé très moyen, et tout s'est un peu débloqué quand je suis arrivé à la maison. Au moment où j'ai retrouvé le Wi-Fi. Je trouvais la chose louable. Je ne l'ai pas réutilisé depuis, il y a peut-être eu des mises à jour, mais voilà. La montre se synchronise sur les 2. Elle garde les plongées sur tout ce qui est Garmin plongée. Il y a un lien entre les 2 apps. On peut passer d'une à l'autre depuis l'app. Et puis la G1 étant une montre comme les Instinct, comme tu l'as dit, multisport, toutes les autres, on l'a. Dans le Garmin Connect, comme on aurait avec n'importe quelle autre montre Garmin. Et pour la petite anecdote rigolote, donc pour ceux qui ne savent pas, on est en Suisse, on a pas mal de neige l'hiver, et d'avoir la même montre pour faire de la plongée ou du ski de fond, puisqu'on retrouve le ski de fond sur la G1 ou la raquette à neige, je trouve ça assez... ça me fait sourire. Mais c'est quand même un outil qui est pratique, j'imagine, à utiliser. Alors, il doit y avoir des avantages, inconvénients d'avoir tout sur la même montre, mais ça peut être quelque chose de plus pratique que d'avoir 12 000 appareils pour faire ces différentes activités. Alors, avantage pour moi, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, je viens du monde des phénix et j'aime beaucoup de choses sur les phénix.
Avantage d'avoir remis, pour ceux qui les font, les exercices de respiration Garmin, moi je les trouve très bien, et dans un contexte de plongée, de pouvoir se détendre ou de travailler la respiration, puisque ça peut toujours aider, que ce soit pour l'apnée ou la respiration, j'ai trouvé très bien d'avoir ça et de pouvoir l'exploiter quand j'étais en vacances sur cette G1. Mmh. Ce qu'on constate quand on regarde une montre de plongée très spécifique, par exemple de Suunto, mais pas forcément ces modèles hybrides dont on parle maintenant, mais vraiment spécifiques pour la plongée qu'on va mettre que quand on va aller sous l'eau, par rapport à la G1 que tu as maintenant, c'est par exemple l'accessibilité des boutons, la taille de l'écran et tout ça. Quand on fait de la plongée, j'imagine, en Thaïlande ou en mer Rouge, et puis quand on va plonger en short néoprène et puis sans gants, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on voit les boutons de la taille de ta montre actuellement et d'une Instinct en général, on peut se dire qu'avec des gros gants néoprène, si c'est sur ta combi sèche, etc., est-ce qu'il n'y a pas un moment où, si tu veux manipuler ta montre pendant ta plongée, ça devient compliqué? Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les photos, toutes les Garmin ont toujours ces 5 mêmes boutons. Donc là, on les retrouve sur la taille d'une Instinct, qui est relativement aisée quand on n'a pas de gants, comme tu le disais. Au moment où on commence à avoir des gants, surtout si c'est des grosses combis, c'est un problème. Garmin a essayé d'outrepasser ça en envoyant un retour tactile avec le vibreur. C'est-à-dire que c'est par défaut, on peut l'enlever, mais chaque fois que vous appuyez sur un bouton sur cette G1, elle vibre. Ça fait un petit retour haptique. Ça fait un petit retour haptique. Ouais. C'est pas mal géré. Le vibreur n'est pas du tout le même que sur les autres Garmin. Il est des fois en retrait, des fois bien. Je trouve que c'est assez bien géré. J'ai pas pu moi l'expérimenter. J'ai lu des critiques de plongeurs qui disaient que c'était plus ou moins bien quand on était sous l'eau. Ok. Voilà. Mais ils ont essayé de faire quelque chose. Ouais, j'imagine que sur une combi sèche qui mesure plusieurs millimètres, là on va rien sentir. Compliqué. Et avec les gros gants, on a quand même meilleur temps de ne pas vouloir trifouiller sa montre trop sous l'eau, de garder, comme tu le disais tout à l'heure, le même écran et puis se concentrer sur les données essentielles. Ouais. Et il y a une chose importante par rapport à d'autres marques, par rapport à d'autres ordinateurs de plongée, y compris Suunto. Un ordinateur de plongée ou une montre plongée spécifique Suunto sont dédiés à la plongée. Une G1 ou une Descent sont des montres multisports qui font plonger. Et il y a juste une différence au niveau du démarrage. Une Suunto, tu la plonges sous l'eau à 1 mètre, 1 mètre 50 et elle démarre. Il fallait juste lui dire avant, mais c'est un réglage par défaut. Si tu es un plongeur, tu mets plongée. Si tu fais de l'apnée, tu mets apnée parce qu'elle va démarrer sur le mode que tu l'as mis. Et j'entends, tu prends une Suunto comme ça, tu la sors tu la mets à ton poignet, tu l'oublies, tu fais 5 semaines avec, tu vas dans l'eau à 1 mètre 50, elle sait que tu fais de la plongée. La Garmin, tu dois lui dire que tu vas faire l'activité plongée. Elle démarrera à 50 cm sous l'eau, mais si tu lui as pas dit que tu allais faire l'activité plongée, je crois que maintenant ils ont réglé le problème et qu'elle est censée le faire, mais ça peut être un souci, parce que tu te retrouves, si tu as oublié de la démarrer sur le bateau... Si tu te retrouves à 18 mètres sous l'eau et puis que ça fait déjà 5 minutes et que tu l'as pas démarré, tu peux te dire... Alors maintenant, il me semble qu'il la démarre, mais si tu avais des réglages spécifiques à faire, parce qu'on n'en a pas parlé, mais elle gère plusieurs gaz, elle gère plusieurs types de plongée... Trop tard. Elle va prendre le truc, le dernier par défaut. Ouais. Et je pense que déjà ils ont réglé le problème. Mais si on s'est mis en apnée la dernière fois et que je pars en plongée, je pense qu'elle va me faire une apnée. Ok. Ouais, donc effectivement, des trucs à penser. C'est une montre multisport. Moi, j'adore ça parce que, comme je l'ai dit avant, je fais beaucoup de sport et d'avoir la plongée en plus, c'était vraiment génial. Ouais. Pour quelqu'un dont le but principal est la plongée, je pense qu'on n'est pas dans une montre multisport qui fait plonger. Il faut une montre de plongée. Ouais, il y a quand même quelques aspects, il faut bien avoir ça sur sa checklist, mais effectivement, c'est assez intéressant. Donc, tu nous as parlé de comparatifs avec les montres Suunto et puis le conservatisme de Garmin. On a vu pas mal de différences au niveau des données. Est-ce que tu as aussi des expériences dans des cas de plongée un petit peu particuliers sur les montres Garmin? Je sais pas, par exemple, tu vas plonger dans un lac d'altitude, ça va changer pas mal de choses par rapport à la manière dont tu vas pouvoir rester sous l'eau parce que la pression de l'air en altitude n'est pas forcément la même. Est-ce que tu sais si Garmin gère ce genre de choses? Alors, je sais pas du tout pour la G1. C'est une très bonne chose parce que la plongée en lac de montagne, c'est quelque chose de spécifique. Sauf erreur, c'est un brevet encore à part. C'est ce que tu disais, de se retrouver... avec une pression atmosphérique qui est moindre dans de l'eau. Comme ça, Garmin ayant généralement des altimètres ou du GPS avec l'altitude, j'ose espérer qu'ils ont fait quelque chose. Est-ce qu'ils l'ont fait au niveau de la G1? Je ne pourrais pas te répondre.
Ok, parce que c'est vrai que Garmin est quand même un acteur entre guillemets assez jeune sur ce marché-là, et donc du coup la question, je vais essayer de trouver aussi pour les notes de l'épisode quelques infos là-dessus, et puis si tu es d'accord de nous partager quelques copies d'écran de ce que ça donne sur une plongée, on les mettra aussi dans les notes de l'épisode. Donc effectivement, Garmin, c'est vraiment des montres qui sont multisports et qui intègrent un profil de plongée, tous les modèles dont on a parlé. Tu me disais, il y a des montres plus spécifiques qui font que de la plongée, qui sont plus pratiques à utiliser. On parlait des gants et tout ça avec des gros boutons. Est-ce que toi, tu as eu de l'expérience avec ces ordinateurs de plongée-là, ou est-ce que tu es passé directement des tables à la montre Garmin? Alors, moi, j'ai eu de l'expérience, parce que comme je le disais, j'ai commencé en 98, donc on avait les tables. De mémoire, les ordinateurs existaient déjà, mais c'était les profs qui en avaient. On bavait un peu tous dessus en disant, nous, on doit calculer, lui, il va juste aller dans l'eau. Donc on parle, pour ces gens qui les ont vus, de ces énormes ordinateurs qui ont toujours un écran un peu opaque, qu'on a l'impression qu'il est complètement usé, qui, au moment où on est dans l'eau, est parfaitement lisible. Ça existe encore. Il faut savoir que c'est encore un marché. Donc ces gros ordinateurs ont été faits par des marques de plongée. À l'époque, il y avait Beuchat ou Scuba Pro qui en faisaient. C'est uniquement dédié à la plongée. Les bracelets sont très longs, les boutons sont très accessibles, les écrans sont très grands. La sécurité y est pareil, c'est pas les mêmes algorithmes. On parlait tout à l'heure de modèles de plongée, de conservatisme. C'est pas forcément, chaque marque a sa propre recette. Là-dessus, il y a Suunto qui est arrivé, qui a offert un format montre sur ces choses-là. Donc ils ont repris des ordinateurs de plongée sur un format montre. Donc c'était la montre, vous pouvez porter tous les jours et faire de la plongée avec, au dépit de boutons plus petits, au dépit d'un écran plus petit, mais qui pouvait gérer tout ça. Et puis, Suunto et je pense Garmin en même temps sont arrivés avec deux montres qui... Enfin, Suunto avait commencé à faire des montres multisports à côté de leur montre plongée, et puis ils ont fait un modèle qui liait un peu les deux, et sauf erreur, Garmin n'est pas arrivé longtemps après avec la MK1 ou juste après. Et on s'est retrouvé avec des montres multisports qui intégraient la plongée. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un marché qui était énorme. Moi, quand j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit « Mais moi, j'étais sportif et je faisais de la plongée. » Et ça, c'est la montre qu'il me fallait. Parce que d'avoir un de ces énormes ordinateurs de plongée ou une Suunto à côté qui était dédiée... Qu'on n'utilisait finalement pas souvent, quoi. Moi, je connais des gens qui ont une montre, qui ont une Suunto montre qui est jolie. Et la Suunto montre ne sort que tous les 3 ans et il faut changer la pile. Ouais. Parce que quand on va faire de la plongée. Ouais, parce que ça, c'est aussi une différence. Ta montre, tu la recharges comme n'importe quel autre Garmin, et avant ta plongée, tu vas la connecter en USB et lui mettre la batterie qu'il faut pour ta plongée. Oui. Alors que ces ordinateurs de plongée plus spécifiques, tu as une pile bouton ou une autre pile à l'intérieur que tu dois remplacer, tu dois vérifier l'étanchéité et tout ça. Donc alors, exactement. On ne peut pas le faire n'importe où. La plupart des clubs le font, mais suivant dans quel pays on est, pas forcément. Et tu parlais d'anecdote. La dernière fois, j'étais aux Philippines, et il y a quelqu'un qui arrive avec son ordinateur de plongée, et en gros le club lui a dit cette marque-là, on change, et les autres, vous débrouillez. Lui, il a eu du bol, c'était un de ceux qui changeait, mais sinon, il ne partait pas, simplement parce qu'ils n'ont pas les outils, qu'ils ne peuvent pas se permettre que l'ordinateur il se casse au milieu de l'océan. Oui, évidemment. Puis si ça fait une année et quelques que tu n'as pas utilisé, puis que ta batterie elle est faible, tu ne vas pas plonger avec ta batterie qui risque de mourir alors que tu es sous l'eau. Donc une belle évolution, et puis surtout Garmin et Suunto ont senti un petit peu cette demande du marché et cette demande en fait de fusionner la montre de sport et la montre de plongée en un seul appareil. Depuis 20 ans, on a la plongée, je disais, Paddy a démocratisé la plongée, l'a rendu récréatif et accessible à tous en fait. Au bout de 4 plongées, on peut aller avec quelqu'un plonger où on veut, partout dans le monde, à 18 mètres. Pour moi, c'est un truc énorme. En relative sécurité, puisque le PADI offre, si on suit ses règles, on est en sécurité. Et ces gens-là n'ont pas que la plongée dans la vie, n'ont pas forcément envie d'une montre qui fait que de la plongée. Ils sont certainement, pour beaucoup sportifs, c'est comme ça qu'ils sont venus à la plongée, d'avoir une montre qui fait multisport et plongée. Pour moi, c'était le Graal. Hein. Ouais. Ouais, donc je pense que Garmin, quand ils arrivent sur un marché, ils savent à peu près ce qu'ils font. Et la plupart du temps, ils arrivent avec un produit qui fonctionne, qui marche. Il y a peu d'échecs quand même dans le lancement de produits de Garmin, plus généralement, pas qu'en plongée, mais sur les montres, ou quand il y a un pseudo-échec, c'est qu'ils testent quelque chose pour voir si ça peut prendre pour une version future d'une montre. On pense par exemple à la toute première Epix, qui était un espèce de gros caillou qu'on mettait sur le poignet et puis qui affichait des cartes. À ce moment-là, on s'est dit, tiens, c'est un raté de Garmin. Non, parce qu'en fait, c'était les prémices de l'intégration de la Carto qui a
fonctionné parfaitement sur leur montre par la suite et qui maintenant font la force de la marque. Ils sont rejoints maintenant par d'autres marques. Mais alors, voilà. C'est intéressant ce que tu dis, hein, juste pour rebondir sur la plongée. Garmin, sur certains de ses modèles, a amené des boussoles. La G1, il y a une boussole, j'ai pas la carto, mais de mémoire, la MK2, tu as la carto quand tu plonges. Donc c'est pour les gens qui font des plongées spécifiques ou qui doivent aller à des endroits spécifiques, c'est un énorme plus. Oui, sans compter toutes les autres activités que la plongée que tu pourrais faire avec ta montre et utiliser la carto dessus. Donc, mais de l'avoir en plongée, les gros ordinateurs dédiés dont on parlait, je pense que certains ont une boussole, la carto, on n'est plus dans les mêmes prix s'il y en a qui l'ont. Ouais, non, évidemment. Ouais. Mais ça, Garmin, de toute façon, les prix, on sait ce que c'est. Et Garmin s'inscrit quand même de plus en plus sur un marché assez niche et assez luxe pour la plupart de ses montres. J'adore la Fenix, qui est, comme je l'ai dit, passe-partout, parce qu'on peut la faire passer, pour les gens qui ne connaissent pas trop, pour une montre standard, en fait, pas sportive. Les Instinct un peu moins, mais je trouve que la G1, je la trouvais... L'entrée de gamme est à un bon prix, mais la solaire, elle fait un petit peu concurrence à la Fenix, et si on veut la plonger, et une Fenix, on est obligé de passer sur l'autre, et là, on est carrément dans le secteur de luxe. Sur les MK2, c'est plus du tout les mêmes. Ah oui, mais maintenant, toutes les séries Fenix, on va pas rentrer dans le débat du positionnement des montres Garmin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, ça reste quand même des montres qui sont assez haut de gamme. Et aussi au niveau de l'étiquette de prix. Voilà. Avant de conclure cet épisode, est-ce que tu avais d'autres choses dont tu voulais nous parler ? Et puis moi, j'avais une dernière question, éventuellement. C'est, maintenant que tu as fait quelques plongées avec la montre Garmin, et puis que tu connais un petit peu les ordinateurs plongées, les montres d'autres, est-ce que tu te confirmes dans ton choix, ou est-ce que tu reviendrais en arrière dans le choix de ta montre de plongée ? Je me confirme dans mon choix. Totalement. J'ai gardé la Fenix à côté, comme je l'ai dit. J'ai la chance, qui n'est pas la chance de tout le monde, d'avoir un budget qui me permet d'avoir ces deux montres en parallèle. C'est aussi un plus, parce que comme ça, si je charge la Fenix de manière plus lente, je peux mettre l'autre en attendant, ou elles ne me servent pas pour les mêmes choses. Ça me conforte dans mon choix. S'il y avait l'équivalent d'une Fenix 7, exactement comme la Fenix 7, qui intègre la G1 de tout ce qu'elle fait en plongée, peut-être que je craquerais. Je trouve que sur la G1, l'écran noir et blanc est parfait, mais quand on est en plongée, quand on est en course à pied et que vous avez des choses qui sont des zones rouges et que là elles sont simplement signifiées par des degrés de gris, c'est moins parlant. Garmin a essayé de mettre des petites jauges en dur, je pense que on les verra sur les photos que tu mettras, sur le côté imprimé sur laquelle vient se superposer la jauge de l'écran. C'est moins parlant que quelque chose qui serait rouge. C'est clair. Maintenant, l'écran couleur, pour moi, les grosses différences, c'est l'écran couleur, de mémoire, l'écran couleur, carto, taille de l'écran, et puis la musique. On ne peut pas tout avoir, surtout pour ce budget. Le jour où la Fenix 7 ajoute la plongée, je pense que je reverrai mes choix. Mais pour l'instant, j'en suis très très content de cette G1. Technologiquement, tu vois, c'est pas exclu qu'un jour une MK3 soit basée sur une Epix avec un écran AMOLED, parce que je vois pas de contraintes techniques par rapport à la montre au niveau de l'étanchéité ou quoi. Et puis l'OLED serait intéressant sous l'eau parce que c'est plus lumineux, et puis on sait que sous l'eau, suivant quelle profondeur où on plonge, il n'y a pas besoin d'aller très profond pour qu'on manque un petit peu de lumière. Et donc du coup, pourquoi pas imaginer ça pour la prochaine itération de la montre. Et voir aussi comment ça réagit, parce qu'on perd certaines couleurs très vite sous l'eau, justement, dont le rouge. Ouais. Ce qui est pas bon quand on a des gros avertissements qui s'affichent sur la montre. Bon, elle sonne, elle vibre. Alors, on vibre, ça vaut ce que ça vaut, parce que sur une combi, on le sent pas. Ouais, alors effectivement. Mais non, une montre qui sonne sous l'eau, tu l'entends sans souci. Ok. On entend généralement même celle des collègues. Donc, bon, quand on fait de la natation puis qu'on déclenche les tours alors qu'on a déjà la tête sous l'eau, on entend bien la montre qui sonne. Donc ça, on se rend bien compte même quand on n'est pas plongeur. Ouais. Et puis moi, pour l'avoir testé dans d'autres sports vis-à-vis de la Fenix, je trouve qu'elle est très bien, cette G1. Pour quelqu'un qui voudrait une montre unique, que le design ne rebute pas. Moi, je le trouve très bien, mais il y a des gens que ça peut rebuter. Quelqu'un qui fait du multisport, de la plongée, qui veut un budget contenu, elle est vraiment bien. Okay. Je pense pas que la concurrence ait quelque chose d'équivalent dans ces prix-là. Bon.
C'est honnête, hein, on n'est pas sponsorisé par Garmin pour enregistrer cet épisode. Et puis, donc du coup, voilà, vous avez un retour d'un utilisateur heureux de sa montre G1 de plongée. Tu me demandais une anecdote, si j'avais quelque chose à dire pour la fin. S'il y a des gens qui hésitent à se mettre à la plongée, sachez que j'ai la phobie et des requins et des hauts fonds. Que la première fois de ma vie que j'ai passé un brevet de plongée, c'était en Australie et que j'étais à Cairns parce qu'on m'a dit tu verras, la grande barrière est très proche du récif. Donc moi je me suis dit c'est bien, je serai à 20 mètres du bord. Et quand on était harnaché dans le bateau, que j'ai demandé pourquoi un bateau et qu'on a fait 2 heures non-stop de bateau avant d'aller plonger, j'étais un petit peu tout blanc. J'y suis allé et je pense qu'au moment où mon masque a touché l'eau et que j'ai vu ce qu'il y avait dessous, il y a tout qui était là. J'ai toujours la phobie des hauts fonds, j'ai toujours la phobie des requins, j'ai déjà vu des requins, je m'en suis déjà approché, j'ai déjà vu des hauts fonds, j'y suis déjà allé. Faites-le, c'est génial. Bon, eh ben excellent mot de la fin. Merci. Et puis bravo pour avoir vaincu ces peurs et puis continuer. Vaincu, je sais pas, mais on vit avec. Maîtriser, voilà, peut-être plus contrôler, maîtriser et vivre avec. Ouais. Merci à toi. Merci pour cet épisode, merci de m'avoir reçu, c'était très sympa. Et puis d'avoir partagé avec nous toute cette expérience. Si des abonnés des auditeurs du podcast sont intéressés de te retrouver, on a dit que c'était Smiling Runner sur Instagram. Ouais. Et puis là, ils pourront... Et il n'y aura pas que du runner, il y a aussi un peu de tout, soyez pas surpris. Voilà. Et on voit les magnifiques vues que j'ai sous les yeux à travers les fenêtres depuis chez toi. Oui. Dans cette belle nature du Gros de Vaud. Même... Ouais, déjà le Jura ici. Jura. Ouais. Vous trouverez de la course à pied, du jardinage et puis de la randonnée en montagne sur mon site. Très bien. Ouais. Smiling Runner sur Instagram. Ouais. Merci beaucoup Bart pour cet épisode. C'était très intéressant.